Journée d'action des étudiants, plus de monde en province qu'à Paris pour cause de grève des transports. SNCF et RATP, c'est toujours la paralysie complète et aucun changement n'est annoncé pour demain. Le père d'un des deux pilotes français abattus au-dessus de la Bosnie porte plainte pour séquestration. À Amiens, une grande surface possédait un fichier de tous les voleurs repérés ou potentiels et les traquait grâce à des caméras vidéo. Madame, monsieur, bonsoir. La France est toujours en grande partie paralysée par la grève de la SNCF et de la RATP. Mais cet après-midi, dans le concert des protestations, ce sont les étudiants qui, cette fois-ci, sont descendus dans la rue. À Paris, paralysé par la grève des transports, 10 000 étudiants s'étaient quand même déplacés. Une manifestation qui a été marquée par quelques incidents à la fin du défilé. Bertrand Coq, Alain Dubas. Des slogans sur l'air des feuilletons de leur enfance. La génération Casimir était aujourd'hui dans la rue. Ce n'était plus le temps de l'île aux enfants, mais celui des pauvres étudiants très déçus de la prestation de François Bayrou. Mercredi soir, il n'a pas été vraiment très concluant sur ce qu'il a dit. On attend plus quand même. Il nous dit seulement « ayez confiance ». On n'a pas la foi en lui, il nous a déjà menti. Des chansons politiques, des banderoles inspirées et le soutien amical des cheminots de Juvisy et Villeneuve-Saint-Georges qui prennent place poliment en fin de cortège. Nous, on se bat pour leur avenir à eux. Si notre carrière nous est faite, la leur est pas grand faite. 17h, dispersion récalcitrante et un début de face-à-face avec les forces de l'ordre à l'école militaire. Une demi-heure plus tard, autour des Invalides, des bris de glace, quelques voitures malmenées, incident vite réprimé par des gardes mobiles qui ne voulaient pas de bavure. Les 10 000 manifestants sont rentrés chez eux comme ils étaient venus, à vélo ou à pied, enfin presque tous, puisque la coordination étudiante se réunit en ce moment pour décider s'il est temps de négocier. Et en toute fin d'après-midi, il y a eu quelques incidents également aux abords de l'université de Jussieu, près de l'Institut du monde arabe à Paris. Quelques incidents avec la police, donc vous voyez des images pour le moment. Et puis des incidents également autour de l'université de Tolbiac qui ne sont pas tout à fait terminés. Des étudiants ou des casseurs seraient réfugiés à l'intérieur de la tour de l'université de Tolbiac. Et puis également un blessé assez grave lors d'une manifestation en province. C'était à Nantes cet après-midi. Un jeune homme a été grièvement blessé à l'occasion d'une charge des gardes mobiles qui se trouvaient placés à la fin de la manifestation. Cette fois-ci, pour cause donc de grève des transports, c'est en province que les manifestations ont été plus importantes qu'à Paris. 15 000 personnes à Marseille, Grenoble également, 15 000 personnes, 10 000 à Tours, 9 000 à Lyon, 30 000 à Toulouse, d'où est partie la grève des étudiants au début du mois de novembre. Christophe Larocca, Gilbert Uzan. Cette Toulousaine, sur son balcon, n'en revient pas. Rarement dans la ville rose, on aura vu autant de monde dans la rue. 30 000 personnes au moins pour un cortège bon enfant qui devait passer devant la gare avant de rejoindre la place du Capitole. Un succès pour les étudiants, le mouvement a rassemblé 10 000 personnes de plus que lors de leur dernière manifestation du 21 novembre, grâce en particulier au soutien des salariés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 30 000 étudiants. Je crois que c'est un véritable succès, d'autant plus qu'on a parlé de radicalisation. Le mouvement se radicalise non pas par la violence, mais par une extension au monde du travail. Je vérifie surtout ce que font les gens, ce que fait le gouvernement. Après, bon, je juge. Mais pour l'instant, on attend vraiment qu'il fasse quelque chose de conséquent, ce gouvernement. Parce que bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de très conséquent, si vous voyez ce que je veux dire. La mobilisation toulousaine doit beaucoup au ralliement des salariés. Électriciens et cheminots en majorité, ils représentaient le tiers du cortège. Nous sommes favorables à tout ce qui est unitaire et qui de même peut faire reculer les plans de Juppé, qu'ils soient pour l'université, qu'ils soient pour les services publics. Ce soir, étudiants et salariés toulousains rêvaient déjà d'une grande manifestation commune, mais cette fois à Paris. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, doit recevoir à partir de demain matin 9 h les représentants de toutes les universités en grève. Au cours de cette négociation, on parlera sans doute d'une réserve de 4 milliards de francs qui serait disponible dans les caisses des universités. Un chiffre et une information sur laquelle les présidents des universités ne sont pas d'accord. Chantal Kimerlin, Jacques Garniche. Ici à Rennes, les universitaires ont manifesté aujourd'hui pour avoir plus de crédits de fonctionnement. Pourtant, leur université fait partie de celles qui ont des réserves financières. Sur les 4 milliards de réserves nationales dont on parle, Rennes en détient 27 millions. Mais pourquoi, quand elles en ont, les universités ne puissent-elles pas dans cet argent? Elles ont besoin, je dirais, d'un matelas de réserve pour faire face en termes de fonds de roulement
notamment à des aléas de trésorerie. Si on décide de les utiliser, c'est pour soit de l'amortissement, pour renouveler du matériel, soit pour de l'investissement, des travaux. Ou encore pour la pédagogie, la recherche, des signatures de contrats, ce qui fait la richesse d'une université. Nous avons besoin d'un montant important de réserve. En gros, de 2 à 3 mois du montant de nos dépenses doivent être en réserve. Sinon, on prend des risques d'être en cessation de paiement, ce qui ne serait pas de bonne gestion. Quelques 2 milliards pourraient être cependant débloqués en urgence sur les économies de certaines universités. Mais ce serait pour beaucoup de leurs responsables dépenser de l'argent voué à autre chose. Au 7e jour de la grève de la SNCF, rejoint par les agents de la RATP à Paris en Ile-de-France, les salariés qui doivent se rendre à leur travail en sont toujours réduits soit à la marche à pied, à la débrouille ou à prendre leur voiture, avec beaucoup moins de patience et de compréhension, il faut bien le dire, que les premiers jours. Agnès Varamian, Joseph Bachtik. On se serait cru au mois d'août. L'été, place de la Concorde, il est 15 h, circulation fluide. Pour le moment, c'est très bien là. Mais je pense pas que ça dure, malheureusement. Et il avait raison, le policier. 16h14, premier goulot d'étranglement, les voitures qui quittent la Concorde occupent toutes les voies. Celles qui fuient la manifestation des étudiants et tentent d'entrer sur la place sont obligées d'emprunter les trottoirs. La circulation qui doit revenir en direction de la Concorde sur Madeleine, c'est complètement bloqué. De toute façon, les gens sont indisciplinés. Au bout d'un quart d'heure, la voie est finalement tracée. Pendant des heures, les grandes avenues autour de la Concorde vont alimenter la place. 17h16, encombrement raisonnable. 18h, les Parisiens quittent la capitale, l'axe nord-sud de la Concorde s'engorge. Aucun marquage au sol, plus aucune règle. Les voitures s'entrecroisent et pour se dégager, tout est bon. Monsieur, vous savez que vous roulez en contresens là? Oui, mais c'est pas grave. On s'en fout. Chacun passe, aucun respect, rien du tout. C'est la loi du plus fort. Une demi-heure sans bouger pour ce chauffeur. Seule solution, le patin à roulettes, version slalom. La marche à pied, à condition de ne pas non plus se faire coincer. En 3 heures, la Concorde n'est plus cette place tranquille du début d'après-midi et sous ses pavés à 20 h, on ne trouvait bien que des embouteillages. Au 7e jour de la grève de la SNCF, d'autres services publics ont été appelés à arrêter le travail. C'est le cas à EDF-GDF, dont les agents manifestaient ce matin à Paris. En dehors du plan de réforme de la sécurité sociale, gaziers et électriciens sont inquiets de l'arrivée prochaine de la concurrence sur leur marché. Jean-Paul Chapelle, Frédéric Bazy. Le barrage des CRS aura été le plus fort. Les militants CGT n'ont pas atteint leur objectif, rendre visite à l'Assemblée nationale. Motif de la colère, la menace qui pèse, selon les syndicats, sur le service public. Le monopole d'EDF-GDF est dans le collimateur de Bruxelles, qui réclame l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz. Plus de concurrence pour faire baisser les prix, une perspective qui inquiète les syndicats. La concurrence ne servira que les intérêts des grandes entreprises et que ceux qui auront à pâtir de cette réalité-là, ce seront les usagers qui verront notamment une augmentation du coût de l'électricité d'une manière importante comme on l'a connu en Grande-Bretagne ces dernières années. Mais les salariés redoutent surtout une remise en cause de leur statut. Car pour faire face à la concurrence européenne, l'entreprise publique risque d'ouvrir son capital à d'autres actionnaires. On touche actuellement au monopole de la distribution. Or, quand on remet en cause le monopole de la production, le monopole d'import-export et le monopole de distribution, c'est la privatisation qui intervient, comme en Grande-Bretagne. Dans leur cortège, les électriciens et gaziers ont été rejoints aujourd'hui par des cheminots et des postiers. Comme eux, les agents EDF-GDF craignent pour leur retraite. Dans le cadre du plan Juppé, ils risquent aussi de perdre les avantages de leur régime spécial. La moitié des 130 centres de tri postaux en France sont également en grève contre la réforme de la sécurité sociale et solidaires avec les cheminots. Reportage à Rouen d'abord et dans d'autres centres, Pascal Golomer, Luc Bazizin. Ici, on n'est pas en grève pour des intérêts étroits et égoïstes de catégoriels, on est en grève contre le plan Juppé, point à la ligne. Le centre de tri de Sotteville-lès-Rouen bloqué depuis lundi soir, depuis le vote de la grève à main levée. 3 assemblées générales chaque jour et toujours le même mot d'ordre qui revient dans les conversations.
Non à la casse des acquis sociaux, non à la remise en cause des régimes de retraite. Beaucoup de collègues disaient est-ce qu'on va subir toutes les attaques à chaque fois en répondant juste par une 24 heures, souhaiter aller plus loin. Le fait que les cheminots aient montré la voie, c'est le cas de le dire, a décidé l'action ici. Ce soir, 50 des 130 centres de tri de la Poste sont occupés, avec 50 à 90% de grévistes. Une grève qui ne s'étend pour l'instant qu'à une vingtaine de bureaux à Paris, Grenoble, Lyon ou Valence. Ailleurs, les guichets restent ouverts, les facteurs font encore leur tournée. Mais la distribution du courrier pourrait devenir de plus en plus chaotique dans les jours qui viennent si le mouvement se poursuit. Et c'est bien l'intention des principaux syndicats qui appellent partout à la grève reconductible. Les cheminots, de leur côté, apparaissent toujours aussi déterminés. Un comité d'entreprise qui devait avoir lieu aujourd'hui à Paris a été annulé. Et sur le terrain, les grévistes continuent d'occuper plusieurs centres ferroviaires importants. Reportage au Mans, dans la Sarthe. Jacques Cardoz, Nathalie Gallet. Elle est à la SNCF depuis 25 ans. Marie Fournier vit dans un appartement qui appartient à la Société des chemins de fer. Loyer, 1 600 francs pour 2 pièces. Salaire, 8 600 francs bruts. Syndiquée militante et plutôt déterminée. Moi, je pense qu'il faudra aller loin. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que je pense que c'est le moment ou jamais de faire quelque chose. Si là, rien n'est accepté de la part du gouvernement, de la part de Juppé, de la part de Bergugno, là, après, ça ne sera plus question de revenir. C'est fini. C'est aujourd'hui ou dans les jours suivants. Après, c'est terminé après. Et cet après-midi, elle a participé à cette manifestation interprofessionnelle. 10 000 manifestants selon les syndicats dans les rues du Mans, 3 000 selon la police. Gaziers, postiers, étudiants, le personnel de l'usine Renault et bien sûr les cheminots. Tous contre le plan Juppé sur le régime des retraites. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette manif était plutôt désorganisée. Des unions entre syndicats, la CGT est partie d'un côté, la CFDT de l'autre. En fin de journée, le cortège bloquera les automobilistes autour d'un rond-point pendant plus d'une heure, mécontentement des usagers. Si les cheminots font la grève et qu'ils tiennent, c'est bien pour quelque chose. On ne perd pas de l'argent pour rien. Alors, si on fait ça et que c'est pour quelque chose, il faut que les usagers voient plus haut. Il faut qu'ils disent, mais alors à ce moment-là, il faut que Juppé fasse quelque chose. Il faut que ce soit les gens d'en haut qui fassent quelque chose, enfin. Des usagers qui risquent d'être encore plus mécontents. Ce soir, les postiers du centre de tri du Mans pourraient rejoindre le mouvement. Il faut dire encore que des divergences sont apparues au sein de l'intersyndicale des fonctionnaires qui doit décider de la suite de la grève. La CFDT, la CGC et la CFTC ne seront pas présents à la réunion avec la CGT et Force ouvrière. En revanche, FO, CGT, CFDT, des services du Trésor, des finances donc, appellent à une grève générale reconductible. Voyons maintenant avec Yannick Le Tranchant ce qui vous attend demain concrètement, Yannick. Alors, qu'est-ce qui va circuler, qu'est-ce qui ne va pas circuler ? Eh bien, écoutez, dans un premier temps, je voudrais vous dire qu'on est place de la Concorde, c'est-à-dire au centre de Paris. On s'attendait à un embouteillage monstre. Finalement, ça ne se passe pas si mal. Je dirais que c'est presque comme un jour ordinaire de semaine, même si vous vous en doutez, ce n'est pas tout à fait la même chose aux différentes sorties de Paris. Le programme pour demain reste très chargé, même s'il n'y a pas de manifestation de prévu pour l'instant. Pas de train à la SNCF pour le 8e jour de grève, sauf quelques trains sur l'Eurostar, c'est-à-dire sur la ligne Paris-Londres. Pas de métro ni de bus non plus à Paris. Ce sera donc une nouvelle journée vélo, auto, boulot. Voilà, et pour tout renseignement, le 3615, code de France 2. C'est dans ce contexte de grève que le ministère du Travail publie le mauvais chiffre du chômage, plus 0,3 en octobre, 9 700 demandeurs d'emploi en plus. C'est le 3e mois de hausse consécutif. Il y a actuellement 2 961 800 chômeurs recensés officiellement. Les plus jeunes de moins de 25 ans sont en augmentation. En revanche, grâce notamment au contrat d'insertion, les chômeurs de longue durée, plus d'1 an, sont en légère baisse. La conjoncture économique, elle aussi, a tendance à s'assombrir. Agnès Molinier, Georges Janssen. Je crois que la société française, depuis des années, depuis des décennies, a toujours repoussé un certain nombre de problèmes de fond concernant l'université, concernant les dépenses de santé, concernant le problème de la solidarité entre les générations, concernant le problème du traitement du chômage, en particulier de la composante structurelle du chômage, et qu'au fond, nous sommes au pied du mur, et pour l'instant, je ne sais pas si nous allons réussir à le franchir. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que la grève est le résultat d'un échec.
Je considère au contraire qu'un mouvement social est un signe que la société vit, que la société est citoyenne et qu'elle retrouve le sens du collectif. C'est donc un mouvement plutôt positif qui doit, en principe, se terminer par une vraie négociation démocratique. Quand il y a conflit, c'est qu'il y a libération de parole, que des choses se nomment, que des questions nouvelles sont posées, et que ça offre au gouvernement, s'il en est capable, s'il est capable de le négocier, parce qu'il ne peut pas passer en force, c'est exclu. Il ne peut pas retirer des trucs, donc il ne lui reste plus que le champ de la négociation. Donc dans ces cas-là, s'il joue cette carte-là, effectivement, on pourra peut-être assister à un fait historique aussi important que 36 ou 68, qui redistribuerait complètement les rapports sociaux. Le premier des interlocuteurs était M. Christian de Boissieu, qui est professeur d'économie politique. Le Premier ministre, M. Juppé, considère, il l'a dit aux sénateurs, que sa politique est bien comprise par sa majorité. Les derniers sondages en date, Figaro-Sofres, réalisés la semaine dernière, montrent une légère hausse de la popularité du Premier ministre. 37% lui font confiance, plus 4, contre 60 qui ne lui font pas confiance, moins 4. Le président de la République, lui, 39% lui font confiance, plus 2. 59% pensent le contraire, moins 2% d'opinion défavorable. Certains syndicats de policiers en tenue sont très remontés contre le ministre de l'Intérieur. En effet, pour cause de plan Vigipirate, les heures supplémentaires s'accumulent et les journées de récupération sont différées. Michel Fine, Pierre Moscovici. Il a sous ses ordres une trentaine de policiers, Denis Billot est brigadier au commissariat du 2e arrondissement. Aujourd'hui, il sent que ces hommes sont démotivés et fatigués. Depuis la mise en place du plan Vigipirate, chaque gardien de la paix fait en moyenne 3 heures supplémentaires par jour. En tout, depuis le 4 septembre, 200 heures accumulées qui ne seront ni récupérées ni payées. Nous savons très bien que ces heures ne seront jamais récupérées. Pourquoi vous le savez très bien? Tout simplement parce que nous sommes en manque d'effectifs sur la capitale. Un manque d'effectifs tout à fait flagrant. Seules les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, ont droit au paiement des heures supplémentaires. Les gardiens de la paix, eux, demandent une compensation financière. Vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que nos collègues, depuis maintenant un bon nombre de mois, n'ont malheureusement plus la possibilité de prendre des jours de repos. Les vacances de Noël, les vacances du 1er de l'an, ils ont aussi leur vie privée, ils ont aussi leur vie familiale. Or, pour l'instant, le télégramme leur permettant de prendre ces jours de congé pendant les fêtes de fin d'année n'est toujours pas tombé. Alors, je crois que, point trop d'infos, nos collègues sont vraiment aujourd'hui au bord de l'explosion, je vous l'assure. Il y a un ras-le-bol général dans les commissariats. Et si le gouvernement n'en prend pas conscience, c'est même de l'inconscience de sa part. Aujourd'hui, les policiers disent attention. La sortie de Vigipirate aura un coût financier bien sûr. La facture s'élève déjà à quelques centaines de millions de francs, mais surtout humain, gare à la contestation policière. Procès aux assises de Strasbourg. Ahmed Marjani, un homme au passé chargé, emprisonné pour viol en 85, puis libéré sous condition, a ensuite assassiné une jeune fille et son amie après avoir tenté d'abuser d'elle. Philippe Boisserie et Hervé Pozzo. Jacqueline Viguer est venue devant la cour d'assises pour mener 2 procès. Celui de l'assassin de sa fille, Camille, et de son compagnon, mais aussi celui de la justice. Car avant de commettre ce double crime, Ahmed Marjani était soupçonné d'avoir attenté à la pudeur de Camille. Le juge d'instruction l'avait placé sous contrôle judiciaire, mais ne l'avait pas incarcéré. Une décision incomprise par la famille. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le juge d'instruction, qui a donc traité ce dossier, ait mis ce violeur en liberté sous contrôle judiciaire, alors que les certificats psychologiques prouvaient que Camille n'était pas une fille qui fabulait. À 18 h, Jean-Yves Marillier, juge d'instruction, est venu s'expliquer à la barre. En tant que père de famille, je comprends votre douleur, dit-il. Je suis même prêt à accepter d'être un bouc émissaire si cela peut aider à refermer une blessure. Mais je n'accepterai pas d'être sali, lance-t-il, avant de s'expliquer. La détention est l'exception, elle doit être motivée, dit-il. Le parquet, qui agit au nom de la société, ne l'avait pas demandé. Il n'y avait pas eu viol, il n'y avait pas d'éléments objectifs, c'était parole contre parole. Quant à la première condamnation pour viol prononcée contre Ahmed Marjani, elle remonte à près de 10 ans. Une explication pédagogique salutaire pour la justice, mais qui ne refermera pas la blessure d'une mère. En bref, enquête sur une affaire de corruption autour de la municipalité de Vitrolles. Jean-Claude Tapie, le frère de Bernard, président du club de handball, a été entendu puis relâché après vérification de la comptabilité de son club.
Le vice-président du groupe BTP Bouygues mis en examen à Versailles pour une affaire d'atteinte à la concurrence à l'occasion d'appels d'offres sur des marchés publics et privés. Et puis à Amiens, un hypermarché avait fiché tous les délinquants potentiels ou déjà coupables de vol, le tout grâce à la vidéosurveillance. Les responsables du magasin déclarent que tout cela s'est passé à leur insu. Valérie Fournier. Une caméra panoramique qui pivote à 360 degrés pour mieux observer les faits et gestes des clients, rien de plus classique aujourd'hui. Mais dans ce supermarché continent d'Amiens, les bandes vidéo auraient été utilisées pour constituer un fichier de suspects et de voleurs potentiels. Les photos sont même accompagnées de reconnaissance de vol des clients prises en flagrant délit. Cette révélation du courrier Picard a poussé ce matin le conseiller général d'Amiens Nord à saisir le procureur de la République. On ne peut pas faire de fichier, dit la loi sur l'informatique et liberté, pour en quelque sorte enregistrer toutes les informations. Alors je demande à M. le procureur de la République de vérifier et d'ouvrir éventuellement une enquête préliminaire ou une information pour que le texte soit appliqué. Le supermarché poursuivait même ses clients suspects jusqu'à leur domicile avec ses caméras extérieures. Un véritable travail d'enquête avec filature. Il s'agit manifestement d'un détournement que nous ne saurions admettre de l'utilisation de notre vidéosurveillance. C'est pourquoi nous avons pris la décision de déposer plainte contre X avec constitution de partie civile pour nous assurer que les responsabilités seront clairement établies. De plus, à l'entrée du supermarché, contrairement à la loi, la présence des caméras n'est pas affichée en évidence. L'avertissement est même très discret. Demain soir, la rédaction de France 2, après le journal, vous proposera une émission spéciale de la France en direct intitulée « Pourquoi ça bloque ?», à propos des réformes actuelles qui ont du mal à passer visiblement dans une certaine partie de l'opinion publique. Mais tout de suite, invité spécial, Robert Rue, premier